Salut les amis, bienvenue dans le Shop Nature Kite dans lequel, un peu à la demande des clients, mais parce que on voit ça toute la journée, beaucoup de gens qui se posent des questions sur quoi choisir en termes de board et de foil pour la wing. On va essayer de vous éclairer. Le premier tuto d'aujourd'hui va avoir pour mission de vous éclairer sur le foil en lui-même, pas simplement le mât, mais surtout les avions, comprendre comment choisir un avion, puisque le paramètre de surface est important, mais vous allez voir que vraiment ça ne suffit pas. Il y a 2-3 gros paramètres très déterminants qui vont vous aider à choisir votre matos en fonction de votre pratique, de votre poids et de vos plans d'eau. Alors, sur cette surface de pelle avant, ne vous braquez pas sur la surface qui est indiquée sur l'aile, parce que ce n'est pas une indication de portance. Ce qu'il va falloir rajouter comme paramètre, c'est d'autres paramètres qui vont être le dièdre, je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est, et aussi, par exemple, ce qu'on ne regarde jamais derrière, c'est le stabilisateur en bout de fuselage. Ça, c'est un plan porteur, ça, c'est un plan déporteur. C'est-à-dire que celui-là va compenser celui-là. Donc n'oubliez pas de regarder celui-là, parce que s'il est très gros, il va empêcher l'avion de sortir de l'eau, donc il va partir plus tard. Si il est tout petit, il va permettre de sortir plus facilement de l'eau. Par contre, vous allez peut-être aussi arriver un peu plus brutalement en surface et vous pouvez éventuellement sortir l'avion de l'eau à cause de ça. Reprenons sur cette partie de dièdre qui est super importante. Très simplement, en fait, ce qui va faire la portance, c'est comme une aile d'avion, c'est le flux d'eau qui passe en dessous sur une aile qui est plate en dessous, va aller plus vite que le flux d'eau qui part du bord d'attaque qui bute dessus, qui va aller jusqu'au bord de fuite par cet arrondi, qui va mettre plus de temps à aller d'ici à là, et donc du coup, ça va créer une dépression dans la flotte, donc une aspiration. Et cette aspiration, c'est ça qui va vous permettre de vous lever. On comprend bien du coup, tout d'un coup, que plus ça va être bombé sur le bord d'attaque par rapport au plat du dessous de l'aile, plus ça va aspirer. Donc, regardez bien ce dièdre. Ce dièdre, en fait, ça va être ici. Regardez bien par terre. Donc là, vous voyez qu'il y a une dizaine de centimètres entre le bord d'attaque de l'aile et le plancher. De l'autre côté, chez Fanatec, on est quasiment à zéro. On a beaucoup moins, on a quasiment allez, 1 cm, 1 cm et demi. Une aile beaucoup plus plate, donc il y a beaucoup moins de dièdre. Alors, maintenant vous allez me dire, mais alors du coup, si ça porte plus qu'un profil comme celui-là, pourquoi on accentue pas ça au maximum avec des dièdres très prononcés qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de portance? Ben, tout simplement parce que on va avoir une surface projetée, c'est-à-dire si on faisait une photo comme ça, le projeté va être plus petit, ça veut dire que le plané va être moins bon. Ça veut dire qu'à surface équivalente, beaucoup de dièdres oui, mais du coup, en plané, c'est-à-dire par exemple au surf sans rien faire, le plané va être moins bon. Donc il y a une limite à ça. Le deuxième truc aussi, c'est qu'on va tirer quand même un petit peu plus d'eau, puisqu'un profil qui est pas plat comme celui-là, mais très bombé, va tirer de l'eau. Ça veut dire quoi? On va forcer un petit peu plus dans les jambes, on va avoir moins de glisse, qu'on appelle le glide, et on va aussi avoir une vitesse max qui va être atteinte par ces profils bombés. Donc, on a une limite à ça. Il y a donc une solution après derrière qui a été envisagée par Takuma, qui a essayé de trouver des solutions optimisées pour faire tout bien. Je vous explique le principe. Takuma maintenant donc a trouvé une solution différente. Je ne sais pas si vous voyez là, mais inspiré des baleines, on a en fait sur l'aile une forme de vague. Il y a une dizaine de vagues de chaque côté qui sont sur le bord d'attaque, mais même ici, à chaque fois, au milieu de chaque aile, on va se retrouver quand même avec la vague qui vient jusqu'au milieu du profil. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une solution sans pour autant bomber davantage l'aile avant, qui permettrait d'avoir une vitesse de déplacement de l'eau un petit peu réduite et de créer une aspiration importante. On a réussi à avoir la même chose avec une aile plate, mais parce que le trajet de l'eau pour aller de là du bord d'attaque au bord de fuite, ça va être ça, en serpent. On comprend bien que l'eau va mettre quand même vachement plus de temps grâce à ces vagues-là, aller de là à là. Et donc, par rapport au flux qui est sous l'aile, qui est beaucoup plus plate, on va avoir un temps de trajet très élevé, donc une grosse aspiration. Pour autant, on n'a pas eu une aile qui avait un profil très épais, très bombé, qui tirait de l'eau, donc on peut se dire, on a certainement le meilleur des deux mondes. Alors, il y a une partie de la réponse qui est vraie, oui et non. Oui, parce qu'en termes de performance pure, du coup, on va avoir un très bon plané, un glide, donc une glisse très agréable. Maintenant, on a une aile qui est forcément, du coup, un peu différente en termes de forme.
puisque en fait il a fallu faire une dizaine de vagues, on a un haut ratio, une aile qui est très allongée. Le fait qu'elle soit très allongée, ça veut dire qu'en fait on a une corde. Je vous donne des termes techniques parce que on en reparle, mais il faut mettre les bons mots si on veut réussir à se comprendre les uns les autres. Ça, c'est la corde. C'est en fait la distance qu'il y a entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Une corde assez petite, par contre, un span élevé. Le span, c'est l'envergure de l'aile. Donc vous voyez, là, par rapport aux autres ailes, j'ai une aile qui est plus allongée, donc qui a plus d'envergure, mais qui est quand même moins large. Ça va permettre de voler, mais ça va aussi être un peu plus compliqué dans le vent léger à démarrer. C'est-à-dire qu'il lui faut un minimum de vitesse pour commencer à lever. Donc un profil comme ça, c'est pas adapté à des débutants. Ça va créer de l'instabilité, ça veut dire que dès qu'on repasse en basse vitesse et qu'on dans une transition, on met un peu de temps à changer les pieds par exemple, ça va replaquer plus vite et plus brutalement. Aussi au surf par exemple, dans les appuis, ça va être beaucoup plus fin, ça veut dire que le pied mal placé va vous embarquer beaucoup plus vite. Donc vraiment, du coup, très bien, très performant, mais destiné quand même à des gens qui ont un niveau confirmé, voire expert. Voilà, maintenant qu'on a parlé des ailes avant, vous vous souciez tous des ailes avant et vous ne parlez que de surface. On a vu que la surface ne suffisait plus. Simplement aussi, il faut garder le stabilisateur. À l'arrière, comme on l'a dit, l'aile avant est un plan porteur qui va vous sortir de l'eau. Le stabilisateur derrière, en bout de fuselage, c'est un plan déporteur qui va vous permettre de rester avec le foil immergé, enfin avec l'avion immergé dans l'eau et ne pas sortir de l'eau. Ce qui occasionne forcément un décrochage. Vous allez voir que bien sûr, quand on prend ces deux foils-là, là j'ai un Takuma à gauche, j'ai un Fanatic de l'autre côté. Les pelles avant en surface font la même chose, autour de 1500, très bien. Vous voyez que quand même, on a des stables qui n'ont rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'en surface, celui-là fait un tiers de plus que celui-là. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Eh bien, regardez toujours le stable, parce que le couple front wing plus stable est très important. On ne regarde jamais les ailes toutes seules. Je vous ai dit que tout à l'heure, celle-là, elle allait monter un petit peu moins facilement par son aspect ratio très élevé, par son allongement très important, monter un peu moins facilement. Pour sortir de l'eau, ça va être plus compliqué. Oui, mais du coup, ils ont compensé par un stable un peu plus petit. Ce qui fait que le plan déporteur freine un peu moins la sortie de l'eau et on va quand même réussir à en faire quelque chose. Alors on pourrait dire, ah bah c'est encore donc du coup le meilleur de tous les mondes. Oui, mais comme on a mis un stable petit, ça veut dire que ça libère le pied arrière et on va perdre en stabilité directionnelle. Donc, on pourrait dire, grâce à ce petit stable, finalement ça part pas si tard. Oui, mais c'est encore du coup destiné à des experts parce que ça libère le pied arrière beaucoup et donc on va se retrouver avec du lacet au largue, on va se retrouver avec du lacet au surf. Les experts vont dire super, ça me permet d'avoir de la manœuvrabilité partout. Et les autres vont dire ouais mais juste au travers ça bouge de partout et c'est trop fin pour moi. Donc une nouvelle fois, la contrainte là c'est que ça marche très bien mais c'est pas pour les mêmes niveaux. Maintenant, je vais vous parler, je vous ai parlé en fait de l'importance et du niveau pour lesquels c'était fait. Maintenant aussi, pour un niveau moyen, confirmé ou intermédiaire, ce qu'il faut choisir c'est la forme de l'aile. Vous voyez qu'en fait, là j'ai une aile toute plate, dièdre quasiment zéro, ok. Et là, j'ai une aile qui a un petit peu de dièdre, ok, tu vois, qui commence à avoir une petite forme d'aile de mouette. Chez Norse, vous voyez que celle-là, elle est très plate et très allongée aussi. Et puis, je vais avoir la F1 qu'on a vue tout à l'heure, elle qui a vraiment une forme de mouette très marquée. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que plus ici, je vais avoir un petit peu de bombée avec le retour ici, plus je vais être manœuvrable. Je vais pouvoir avoir au surf une manœuvrabilité qui va être très bonne. Si j'ai au contraire ici une aile qui est très plate comme ça, je vais pouvoir planer certes, mais je vais avoir du mal à la basculer, notamment en 1500. Donc, celui qui me dit je veux faire du slalom avec la stabilité maximum, j'ai un niveau intermédiaire, il sera content avec ça. Mais celui qui a une petite board, qui a un bon niveau et qui veut faire des surfs sans surfer à plat comme on voit souvent, mais être capable de mettre de l'angle, alors il va falloir quand même avoir cette forme-là avec un dièdre un petit peu marqué. Donc ça, vous avez compris qu'en fait, du coup, là, on choisit une utilisation. Est-ce que pour un même niveau, un même gabarit, on veut privilégier les surfs, ou est-ce que nous, ce qu'on veut faire, c'est de la grande balade avec beaucoup de stabilité directionnelle, une bonne vitesse, un bon plané à plat, mais on va avoir du mal à la mettre en virage. Vous voyez, donc vous pouvez aussi raisonner comme ça. C'est juste l'utilisation qui est différente.
Une question qui revient souvent, la question des winglets. Pourquoi, par exemple chez Takuma, mais dans d'autres marques aussi, on a des winglets comme ça, c'est-à-dire en bout d'aile, une petite partie qui vient remonter comme ça. On voit qu'on ne l'a pas, par exemple, sur la F1 que j'ai mis juste derrière. Alors, l'intérêt de la winglet, c'est l'écoulement du flux. Si on n'a pas de winglet et qu'on coupe l'aile ici, on va avoir le flux d'eau qui ne va pas aller seulement par là, mais qui va s'écouler sur le côté. Et donc, du coup, on va perdre beaucoup en portance. Le fait de canaliser ça, ça va permettre de gagner un maximum de portance en canalisant les flux d'eau sur la partie la plus large et de ne pas avoir de fuite ici. Qu'est-ce qu'on perd? On perd le fait que ça c'est un peu pointu, ça nous ennuie un peu. On n'a pas envie de se prendre ça dans les fesses. Chez Takuma, je vous rassure, on commence toujours par limer un peu la winglet au 400 avant de vous les vendre, parce que là ils sont devenus beaucoup moins dangereux d'un coup. Chez F1 par exemple, comment ils ont fait? On peut tout à fait avec ce dièdre qu'on appelle un dièdre un peu complexe, c'est-à-dire que vous voyez il y a un travail aile de mouette qui est facilement visible. Finalement, le fait d'avoir simplement les 3 derniers centimètres de l'aile qui sont recourbés va permettre de garder un maximum de flux d'eau ici et l'écoulement se fera un peu moins bien là, ce qui fait que c'est comme si on avait une winglet finalement. On va garder beaucoup de portance. Ça, c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voudraient carrément couper la winglet ici. Si vous le faites sur une aile qui n'est pas prévue pour ça, vous allez perdre énormément de portance. Voilà la raison d'exister des winglets. Et quand vous n'en voyez pas, croyez pas que ça n'existe pas, c'est que le bout de l'aile qui est un peu incurvé comme ça suffit à lui-même pour ne pas laisser un écoulement de flux d'eau partir en latéral. Tadam! La longueur du fuselage, ça c'est un truc super important aussi. Je vois que personne ne le regarde. Alors fuselage égale tubulure, c'est la partie centrale là qui relie l'aile avant au stab. Vous voyez que là à gauche, j'ai une LF1 petite, je crois que c'est une 940 Phantom, voilà. On a une tubulure qui est plus petite, au point qu'en fait, il y a pas mal de tailles de front wing chez F1. Il y a 3 longueurs de tubulure qui existent pour couvrir l'ensemble des ailes, parce qu'on considère que la longueur du fuselage est vraiment très important. Là, vous regardez, en fait, celui-là, il doit faire dans les 70 de long, et celui-là, il doit faire 45, vous voyez. Qu'est-ce que va apporter du fuselage long ou court? Eh bien, tout simplement, la maniabilité. Plus on va être long en fuselage, plus on va avoir une bonne stabilité directionnelle. C'est ce que veulent forcément les débutants. C'est aussi ce que veulent éventuellement ceux qui veulent cartoucher en slalom sur des VMAX et qui veulent avoir le moins de lacets possible. Le lacet, c'est ce côté-là, quand on est à plat, un peu serpent. Okay. Si on a une tubulure courte, en revanche, on va pouvoir être très maniable. Donc là, vous voyez, pourquoi c'est comme ça chez F1, c'est tout logique. On a une aile qui est plutôt petite, une 940, avec un dièdre assez prononcé, qui est faite vraiment pour tourner, pour mettre de l'angle. Eh bien, on va accélérer ça avec une tubulure qui est courte. C'est logique. Là, on a une 1680 Phantom chez F1, bonne envergure, grosse portance, plutôt gabarit lourd, vent léger. Bon, on imagine bien qu'un expert ne va pas se balader avec ça, c'est plutôt pour des gens qui vont jusqu'au niveau intermédiaire. Très bien, on a un fuselage long et ça va donner une super stabilité. Mais la longueur des mâts, me direz-vous? Et oui, c'est encore une question qui nous est posée. Alors là, c'est assez simple. La longueur du mât, on a souvent le choix entre 75, 95, 85, mais vraiment 75-85, c'est ce qui vend le plus. 75, alors, c'est en général la longueur avec laquelle on débute. Est-ce que c'est plus dur en 85? C'est la question qui revient. Non, c'est pas beaucoup plus dur en 85. Le 85, un peu plus de longueur, va aider à quoi? On va le prendre parce que quand on va faire juste la tondeuse, des allers-retours sur un plan d'eau dégradé avec beaucoup de clapots, le fait d'avoir un peu plus de longueur de mât va permettre soit d'éviter de toucher avec la planche sur le clapot, soit de sortir l'avion, et donc de chuter en général. Ça n'a pas que des avantages, ça va avoir quelques inconvénients. Le premier inconvénient, quand vous allez apprendre à faire vos transitions, notamment quand vous allez faire vos changements de pied en l'air, ou quand à la fin d'un mauvais jive, là, vous allez essayer de changer de pied en l'air, forcément, avec des appuis un peu à la con, les doigts-pieds mal placés, vous allez forcément avoir un peu plus de tangage de la planche et de roulis sur un mât qui est un peu plus haut. Donc les défauts d'appui vont se concrétiser par des chutes plus souvent, ça c'est sûr. Le deuxième inconvénient de ce mât 85 par rapport au 75, c'est aussi pour les gens qui vont faire de la vague très rapidement au bout de 10 navigations.
Vous pouvez tout simplement essayer là, quand vous êtes sur votre bon pied, c'est-à-dire si vous êtes régular, pied gauche en avant, c'est votre côté surf, très bien. Vous êtes comme ça au travers, vous voyez un petit clapot avec une petite descente, vous pouvez shooter l'aile en arrière, ça s'appelle le free fly. Très bien, ça fait partie vraiment du jeu en wing. Mais là, ça va être important de comprendre que si vous avez un mât un peu long, souvent vous allez avoir votre avion qui est un peu plus bas sous la vague. C'est pas parce qu'on a un mât de 10 cm de plus qu'on est 10 cm plus haut. Peut-être qu'on va être que 5 cm plus haut et l'avion 5 cm plus bas sous l'eau. Mais plus bas sous l'eau, si vous avez juste une petite vague qui a une petite énergie, en général, la dynamique de la vague, elle va rester sur 50 cm sous l'eau. Mais si votre avion est encore un peu plus bas, bah vous allez voir que souvent, on perd un peu l'énergie de la vague. C'est-à-dire qu'au surf, ça va porter un peu moins. Vous allez moins être projeté vers l'avant. Ça va être un peu plus dur d'entretenir la vitesse. Alors ça veut dire qu'il va falloir un tout petit peu mettre des à-coups, pomper, commencer à pomper un peu pour rattraper cette vague. Et puis l'avantage qu'on a au pumping, c'est si on a un peu plus de longueur de mât, on va avoir un petit peu plus de temps pour pomper avant que ça retouche. Mais moi je vous dirais du coup, celui qui veut surfer fort, et c'est pas une question de niveau, on voit que tous les gens qui surfent fort, souvent dans des vagues qui sont pas trop creuses, en Méditerranée par exemple, ils sont en 75 pour garder cette énergie de la vague et parce que aussi ils vont pouvoir aller mettre beaucoup plus d'angle. Celui qui me dit je vais faire de la vague à Maurice, je pense que Titou quand il est à Wanaï, lui il a besoin, parce qu'il y a de la pente, c'est très creux, d'un mât un peu plus haut, pour ne pas risquer d'avoir l'avant de la planche qui touche dans la descente de vague. Okay, mais c'est pas une question de niveau. Les gens pensent que 75 c'est débutant, 85 c'est expert, c'est absolument faux. Il y a plein d'experts qui sont en 75, notamment pour faire du freestyle pour sauter. On imagine bien que sur un 3-6 back air, on préfère avoir tout compact qu'un foil qui se balade à l'autre bout de la planète. Ça va être plus dur pour replaquer par exemple. Ça va être plus dur aussi en réception. Donc ne pensez pas que on vous propose un 75 parce que vous êtes débutant. C'est parce que ça va être plus facile pour les transitions, pour les premiers free fly, etc. Si après vous progressez sur un plan d'eau gros clapot et que vous voulez du confort, le 85 ça amène ça. Donc on peut passer sur du 85 pour ça, même dès le début, même si les transitions vont être plus dures, mais ça va être plus facile par contre en vol pour faire la fameuse tondeuse. Et puis si aussi vous faites par exemple des downwind, donc là ça veut dire que sur les downwind, vous allez chercher à aller des petites buttes partout sur le plan d'eau pour vous relancer à chaque fois en surf, mais sans mettre beaucoup d'angle, parce que sinon vous allez perdre la vague. Alors là, ça vaut le coup en effet d'avoir peut-être un mât plus haut qui va vous permettre d'avoir un pied de pilote un peu plus grand pour relancer entre chaque vague. Voilà. Enfin, dans notre histoire de mât, on se pose toujours la question, surtout en kite, mais un petit peu en wing aussi, est-ce qu'on veut un mât carbone ou est-ce qu'un mât alu suffit? Alors, là-dessus, 90% des gens qui naviguent sont sur des mâts alu. Un mât alu, ça va suffire pour tout le monde, d'autant que si on est en 75, un mât alu qui est censé être un petit peu moins raide qu'un mât carbone va être très dur à déformer. En 75, ça suffit. Ici. En 85, un peu plus grand, si on met des très gros appuis, en effet, on va le sentir un petit peu plus souple qu'un mât carbone. Mais il faut savoir qu'un mât alu, ça vaut quand même 3 fois moins cher qu'un mât carbone. Un mât carbone, juste cette partie-là, va valoir peut-être 1100, 1200 euros dans les marques majeures, quand le même mât en alu va valoir 400 euros. Donc il y a vraiment une différence de prix importante. À qui je recommande le mât carbone? Un gabarit lourd qui vraiment est capable de mettre de l'angle au surf, oui, un mât carbone. Il va sentir plus de raideur et plus de réactivité. D'accord. Celui qui va faire du freestyle, qui va commencer à sauter sévèrement. Le mât carbone va être un peu plus solide et surtout va pas avoir de torsion en réception. Donc oui, ça se justifie. Celui qui va vouloir sans un niveau exceptionnel, parce que c'est un ancien windsurfer, parce qu'il aime le slalom, il a une aile avant petite qui gaze bien avec des Vmax possibles entre peut-être 24, 25, 26 nœuds qui sont permises par son aile avant qui gaze bien, il va pas freiner tout ça avec un mât alu qui va venir lui faire perdre 2-3 nœuds. Alors lui, il va être accro au mât carbone parce que grâce au mât carbone, on va avoir des bords de fuite ici qui sont un petit peu plus fins que sur des mâts alu. Le bord de fuite, il suffit pas de toucher là pour savoir qu'en fait c'est plus fin. Parce que finalement c'est plus fin, c'est aussi fin là et là. C'est par contre à 2 cm du bord de fuite, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là, qu'on va avoir ici beaucoup plus de finesse sur un mât carbone que sur un mât alu. Et c'est ça qui va permettre un écoulement laminaire bien meilleur, une accélération de la flotte et donc beaucoup moins de traînée. Donc voilà, le mât carbone beaucoup plus cher, plus compliqué à trouver, mais qui va apporter plein de choses à ces gens-là. Et pour 90% des gens, sinon,
ben, le Mahalu suffit largement. On voit quand même encore même plein de riders pro qui utilisent des Mahalu. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock, et deux, parce que dans certains types de disciplines, ils ne voient carrément pas la différence. Tout ça donc, ça nous permet d'avoir une culture foil un peu plus large, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je dis pas que c'est pour autant beaucoup plus facile de choisir, parce que justement le but était de vous montrer qu'il y a pas mal de paramètres qui vont vous permettre d'affiner votre choix sur votre foil et de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres, le plus important est de pouvoir se rapprocher d'un professionnel, d'un shop un peu spécialisé qui va être capable de vraiment vous guider pour vous trouver exactement ce qui correspond aujourd'hui à votre niveau, à votre gabarit, au plan d'eau sur lequel vous allez. Vous pouvez aussi passer par le guide de test, ça c'est vraiment sympa de pouvoir essayer. Derrière ça, on va par le biais de ce même canal, d'ici la semaine prochaine, faire exactement la même chose que ce tuto-là, mais pour les boards. Vous voyez que les boards, en fait, on a des problématiques similaires, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à croire que le volume est le seul critère, alors qu'en fait, de la même façon, c'est seulement l'un des critères, puisque beaucoup d'autres choses sont très importantes. L'emplacement du maître-got, c'est-à-dire à quel endroit est la plus grande largeur de la planche, mais aussi la largeur en elle-même, la forme du pont, la forme de la carène, est-ce que c'est un concave, un double concave, est-ce que c'est tout plat, ça va jouer, est-ce qu'il y a du rocker ou pas sur la board, tout ça je vais vous expliquer en détail de la même façon comment choisir sa planche, puisque vraiment il va y avoir beaucoup de différences. On aura 4-5 boards de 90-95 litres, je vais vous expliquer en quoi c'est complètement différent et ça vous aidera de nouveau à choisir la meilleure solution pour pratiquer sereinement et durablement.